Et notre invitée politique ce matin, c'est Annie Genevard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée Les Républicains du Doubs, vice-présidente déléguée du parti. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Et meilleurs vœux en breton. Oui, Blovezmat. Voilà. Arrière-mat. Je savais qu'il allait nous le dire en breton. Merci Stéphane d'être avec nous. On va évidemment parler à Annie Genevard avec vous de la réforme des retraites, puisqu'Elisabeth Borne la présente donc en fin d'après-midi, ce sera à 17h30. La piste retenue devrait être celle d'un report de l'âge légal de départ à 64 ans avec allongement et accélération de la durée de cotisation. Éric Ciotti semble dire banco. Est-ce qu'on peut dire qu'un compromis a été trouvé entre le gouvernement et les Républicains? Alors ça, nous pourrons le dire à l'issue des débats. Le texte n'est pas encore présenté, donc attendons de le voir. Ensuite, il y aura les débats au Parlement, au terme duquel nous pourrons dire oui, là, nous avons pu imprimer notre marque, faire valoir nos points de vue, faire adopter nos propositions, et là, nous le voterons. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Le vote des Républicains n'est pas acquis pour le gouvernement. On ne peut pas dire d'emblée le vote est acquis avant même que le débat n'ait eu lieu. Vous comprenez bien qu'il y a là quelque chose qui est contraire à l'esprit de nos institutions. Il faut que le débat se déroule. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le gouvernement a infléchi sa position en fonction de nos demandes. Nous voulions une réforme. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut une réforme. 1980, 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, 1,7 actifs pour un retraité. Ça ne peut pas tenir, chacun peut le comprendre. Mais ce n'est pas n'importe quelle réforme et menée n'importe comment. Il faut une progressivité, il faut qu'elle soit juste pour qu'elle soit acceptable. Là, au stade où on en est, vous êtes sûr qu'Elisabeth Borne, lorsqu'elle va présenter ce soir, reprendra l'essentiel de vos propositions? Sûr, on n'est jamais sûr tant que les choses ne sont pas posées. En tout cas, on a eu un certain nombre de discussions avec la Première ministre. Nous lui avons dit que 65 ans, c'était trop brutal. Donc ce sera 64. Ce sera 64. Nous disons 63 à la fin du quinquennat 2027. Une clause de revoyure au moment de l'élection présidentielle, puisque c'est le moment où se reposent les grandes orientations de la politique. Là, on fait le point. Le gouvernement accepte, parce qu'il était du côté de la majorité présidentielle, cette histoire de clause de revoyure n'était pas prévue. De fait, en 2027, une nouvelle élection présidentielle rebattra les cartes. Et si en 2027, il s'avère nécessaire d'aller au-delà, ce sera jusqu'à 64 ans. Mais c'est un peu nouveau, ça, quand même, parce que vous avez fait quand même une campagne présidentielle, même 2 campagnes présidentielles, en prônant un report de l'âge légal de départ à 65 ans, et maintenant vous parlez de 63 ans en 2027, avec une clause de revoyure. Vous avez beaucoup reproché à Emmanuel Macron de manquer de courage sur cette réforme de retraite. Est-ce que là, ce ne sont pas les Républicains qui sont en train de manquer de courage? D'abord, il ne vous a pas échappé qu'on a perdu la présidentielle. Donc si on fait les mêmes propositions, on a compris que les Français ne voulaient pas. Plus, la période est compliquée pour les Français. La question de l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, la hausse du coût de l'énergie, l'instabilité sociale, tout ça fait que on constate d'abord que Emmanuel Macron a raté le coche il y a 5 ans, presque 6 maintenant. C'est une réforme qu'il aurait dû faire en début de quinquennat dernier. Mais les Républicains disent 63, puis 64 si besoin. Donc il n'y a rien de véritablement contradictoire avec ce que nous avons dit depuis le début. Nous ne voulons pas d'une... sur 65. À la présidentielle, oui, mais on a perdu la présidentielle. À cause de ça? Non, mais ça fait partie du PAC. Donc, à partir de là, il faut aussi tenir compte du contexte politique, de ce que nous disent les Français, et du moment où cette réforme arrive. C'est un moment difficile pour les Français. Donc, ça impose une progressivité. Quand nous disons 63 ans en 2027, c'est peu ou prou la position. C'est la position du Sénat, des Républicains et des centristes au Sénat, et le gouvernement, si j'ai bien compris, annonce aussi cette progressivité. Est-ce que c'est la position de tout le monde chez vous, ces 64 ans avec allongement de la durée de cotisation? Parce qu'on entend notamment une petite musique du côté d'Aurélien Pradier qui dit, lui, que les annuités doivent primer sur le report de l'âge légal. Le souci de certains d'entre nous est de dire il faut considérer les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler tôt, on ne peut pas leur infliger 63 ans. L'idéal serait que dès lors que vous avez vos annuités
c'est-à-dire 43 années de cotisation. Quel que soit l'âge, il faudrait pouvoir partir en retraite sans décote. C'est ça l'objectif. Y arriverons-nous? Je ne sais pas. Le débat le dira. Mais c'est ce que vous demanderez au Parlement? À mon avis, c'est quelque chose qui sera demandé par notre groupe, de pouvoir de pouvoir considérer le nombre d'annuités. Ça permet de prendre en compte ceux qui ont commencé à travailler tôt, voire très tôt. C'est ça la demande que font certains de nos collègues. Mais vous êtes sûr qu'il y aura une unité chez les Républicains ou Aurélien Pradié pourrait avoir une position différente? Il doit en parler ce matin en réunion de groupe, je crois. Est-ce qu'il peut avoir une position différente de vous? On est d'accord sur les fondamentaux. Oui, il faut une réforme. Oui, ça passe par l'allongement de la durée de cotisation, qui aura fatalement une incidence sur l'âge. Oui, il faut prendre en compte les carrières longues, les carrières pénibles, les droits familiaux, l'emploi des seniors à améliorer. Ça fait partie des fondamentaux sur lesquels on est d'accord. Pour le reste, il y a quelques nuances qu'il me semble possible de pouvoir, je dirais, rendre compatibles. Au-delà des nuances, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait certains députés, les Républicains à l'Assemblée, qui soient tentés de prendre des positions divergentes pour marquer leur opposition au gouvernement et leur singularité au sein du groupe, ce qu'on ne verra pas forcément au Sénat, par exemple? Écoutez, c'est la richesse du débat parlementaire. Nous verrons bien. Maintenant, ce que je dis à mes collègues, c'est qu'on a un impératif d'unité. Autour d'Éric Ciotti, notre nouveau président, il faut pouvoir faire bloc, Sénat, Assemblée, parti, et parler d'une voix la plus convergente possible. C'est une condition de la crédibilité. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Le débat, il aura lieu. Le moment de vérité, ce sera le vote de la loi. Nous verrons bien. Vous dites mais je suis relativement optimiste. Vous parlez d'impératif d'unité. Il n'existe pas encore aujourd'hui. Elle n'existe pas encore, cette unité? Si, je crois que nous sommes conscients à droite que nous jouons notre crédibilité. Nous avons toujours réclamé une réforme des retraites. Nous ne pouvons pas nous déjuger. Et je crois que c'est la ligne de l'immense majorité des parlementaires, les Républicains. Il y a une autre ligne rouge qui a été dictée par Éric Ciotti, c'est la question des pensions minimales à 1 200 € qu'il veut voir s'appliquer à tous les retraités et non pas seulement aux futurs retraités, comme ça semble être le cas dans le projet du gouvernement. Est-ce que ça aussi, c'est pas en contradiction avec ce que vous dites, c'est-à-dire il faut faire attention à la dépense publique? Alors, la question de la dépense publique, vous le savez, elle est déterminante. On voit aujourd'hui que la France dépense trop, mal. On le voit notamment dans le domaine de la santé. Une dépense publique qui n'est pas toujours efficace. Donc, c'est pas tant... c'est à la fois le volume de la dépense publique, mais la façon dont elle est conduite, si vous voulez. Pourquoi est-ce que nous sommes attachés à un minimum vieillesse à 1 200 € pour une carrière complète ? D'abord parce que dans notre pays, il y a près de 2 millions de Français retraités qui touchent moins de 1 000 €. Donc c'est très faible et c'est à prendre en considération. Et c'est à la faveur de cette réforme des retraites qu'il faut pouvoir repenser le minimum vieillesse. Ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est très important que nos auditeurs l'entendent, c'est que cette réforme des retraites, elle n'a pas pour seule finalité une amélioration budgétaire du régime des retraites. Bien sûr, il s'agit de sauver le régime par répartition, mais il faut absolument l'accompagner de mesures sociales, et notamment la revalorisation du minimum vieillesse à 1 200 € pour les nouveaux retraités, mais aussi pour ceux qui sont déjà à la retraite. Est-ce que vous demanderez également à ce que les retraites, les pensions soient réindexées sur l'inflation ? Alors, ça fait partie des demandes que nous faisons depuis un moment. Ça paraît juste. Alors, il faudra étudier l'atterrissage budgétaire de la mesure. Mais en tout cas, cette question de l'amélioration du montant des pensions est une question centrale. Dans les mesures sociales que vous évoquez, sur l'employabilité des seniors, par exemple, qui est très basse en France, est-ce que vous attendez des choses en particulier? Vous avez demandé des choses spécifiques? Déjà, il faut changer presque de philosophie, d'état d'esprit. Pendant des décennies, on a incité les seniors à partir. Les entreprises elles-mêmes avaient intérêt à ce que les seniors partent plus tôt. D'abord parce que c'est une main-d'œuvre plus coûteuse qu'une main-d'œuvre une main-d'œuvre plus jeune. Et puis aussi parce que
il n'avait pas trop de scrupules à le faire dans la mesure où les seniors étaient largement pris en charge par l'assurance chômage et donc tout incitait à un départ précoce des seniors. Or, l'équilibre du régime de retraite passe par un meilleur emploi des seniors. Il faut que les gens travaillent plus longtemps, quand ils le peuvent, évidemment, sauf si ce sont des carrières très longues, pénibles, etc. Mais il faut que les seniors puissent travailler plus longtemps. En plus, je dirais, c'est une richesse formidable pour une entreprise, parce que ce sont les savoir-faire, c'est de la transmission, c'est de l'apprentissage. Certes, mais le simple report de l'âge légal ne suffira pas mécaniquement à améliorer l'employabilité des seniors dans le pays. Alors, c'est pas tout à fait l'avis, par exemple, de François Asselin de la CPME, qui dit mécaniquement l'allongement. Et vous croyez à ça ? Moi, je pense qu'il y aura un effet mécanique dans une proportion que je ne sais pas évaluer, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait des dispositions qui incitent les entreprises à conserver les seniors, à embaucher des jeunes et à conserver les seniors. Ça peut passer par des allègements de charges. On connaît les dispositifs qui fonctionnent. Mais ça peut passer par un index avec des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas, dont le patronat ne veut pas exactement. Alors, l'index, ça permet de faire le point sur la situation. Maintenant, est-ce que ça aura des conséquences coercitives, pénalisantes pour les entreprises ? C'est peut-être pas le moment quand même de charger la barque. Qu'il y ait un index, soit qu'on puisse savoir exactement que l'entreprise, comme elle le fait pour la parité d'ailleurs, il y a des index de parité, il peut y avoir des index d'employabilité des seniors. Mais pas de sanctions pour vous. Mais en tout cas, non, je pense qu'il faut laisser aux entreprises le temps de s'adapter à cette nouvelle donne, de la nécessité de l'emploi des seniors. Après, on verra. Mais je pense qu'elles ont beaucoup d'autres difficultés à gérer pour l'instant. Sur le véhicule législatif, entre guillemets, puisque le gouvernement devrait passer par un budget rectificatif, ce qui permet d'utiliser le 49.3 sans oblitérer, j'allais dire, sans gâcher une cartouche pour un prochain texte. Est-ce que ça, c'est un problème pour vous de passer par un budget rectificatif ? Non, c'est pas un problème par nature. Je pense que le gouvernement veut se donner la possibilité de recourir au 49.3 en tant que de besoin, avec un risque politique tout de même. Quand on fait passer un texte avec le 49.3, ça a évidemment un impact politique. Ça serait un problème pour vous qui utilisent le 49.3 ? Disons qu'il faut que le débat puisse se dérouler à la loyale, que les oppositions puissent faire valoir leur point de vue. Avec un temps plus contraint que si ça avait été un texte normal. Alors effectivement, le temps sera plus contraint, mais on est au pied du mur de la vérité. Là, si nous ne réformons pas, si nous ne faisons pas cette réforme, on court à la catastrophe. On va creuser des déficits qui conduiront immanquablement à ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire diminuer les pensions ou augmenter les cotisations, donc le coût du travail. Vous pensez qu'il pourra avoir lieu ce débat parce que la gauche, notamment la France Insoumise, dit qu'ils déposeront des dizaines, des centaines, voire des milliers d'amendements. Pour vous, ça va être un problème pour le débat parlementaire ou c'est le jeu ? Si certaines oppositions veulent à tout prix faire obstruction au débat, cela conduira au 49.3. On ne peut pas déplorer l'usage du 49.3 et faire en sorte d'y conduire le gouvernement. Donc j'espère que l'esprit de responsabilité prévaudra, mais le dépôt d'amendements fait partie de la liberté du parlementaire, vous le savez. Alors il y a la bataille parlementaire autour des retraites, mais il va surtout y avoir la bataille de l'opinion. Est-ce que vous estimez, comme François Bayrou par exemple, le patron du MoDem, qu'on n'a pas assez utilisé le temps qui vient de s'écouler là pour négocier et concerter? On n'a pas assez utilisé ce temps pour expliquer le fond de la réforme aux Français? Vous savez, sous la précédente mandature, Jean-Paul Delevoye a passé 3 ans à concerter, avec le résultat qu'on connaît. Ça a été un flop total pour une réforme à laquelle personne ne comprenait rien, la réforme à point. Nous nous disions depuis le début, il faut simplement toucher les paramètres, c'est ce qui sera le plus simple et le plus efficace. Et celle-ci va être tout aussi difficile à expliquer à votre avis ? C'est pas une question de temps de la négociation, parce que je crois que la concertation, elle peut toujours être améliorée, mais il y a un moment où chacun prend ses responsabilités.
Ce qui est plus préoccupant, c'est effectivement l'opposition des Français à cette réforme. Ils sont majoritaires à dire « nous ne voulons pas ». Toutes les études d'opinion le disent. Voilà. Encore que quand on affine les choses, par exemple dans notre électorat, nous voyons qu'il y a un avis favorable à la réforme. Hein. Donc nous sommes en accord avec, je dirais, notre base. De nombreux Français savent qu'on ne peut pas faire autrement que de réformer si on veut sauver ce qui est un pilier du contrat social en France, c'est-à-dire le régime par répartition, basé sur la solidarité entre générations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de faire comprendre aux Français à quel point cette réforme, elle n'est pas indifférente aux difficultés qui sont les leurs. Et c'est la raison pour laquelle, si on demande aux Français de travailler un peu plus longtemps, on a sorti cette demande, cet effort qui leur est demandé, d'un certain nombre de mesures qui vont grandement améliorer la situation des retraités. Et est-ce qu'il faut que les parlementaires républicains, les piliers du parti, aillent sur les plateaux pour défendre la réforme qui sera présentée par le gouvernement? Et si oui, est-ce que ça risque pas de se faire au détriment de votre image? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un certain nombre de gens qui se disent que finalement, vous êtes des supplétifs du pouvoir, vous n'êtes plus dans l'opposition. Alors, on ne défend pas la réforme du gouvernement. On n'est pas là pour défendre le gouvernement. On est là pour défendre auprès des Français les convictions qui nous semblent importantes pour eux. Voilà, le travail qu'on s'apprête à faire au Parlement, c'est un travail pour les Français. Donc il ne s'agit pas d'être les supplétifs de qui que ce soit. Bien sûr, c'est une difficulté politique. Certains ont fait le choix de la démagogie. Le Rassemblement national dit retraite à 60 ans, alors que, très franchement, ils le savent que ça n'est pas tenable. Mais par démagogie, ils revendiquent quelque chose qui ne peut pas... qui reviendrait à revenir en arrière. Hein, puisqu'on est aujourd'hui à 62 ans, ils veulent la retraite à 60 ans, comme François Mitterrand, qui, en 81, nous a mis dans cette difficulté dont on voit aujourd'hui les conséquences. Donc on n'a pas fait le choix de la démagogie, mais on ne fait pas le choix du ralliement non plus. Si cette réforme, si nous sommes amenés à voter cette réforme, c'est parce qu'elle portera notre marque. Question sur un vote qui va avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée, Stéphane. Oui, dont on parle moins, puisque l'actualité est complètement concentrée sur la réforme des retraites, mais il y a la loi sur les énergies renouvelables qui est programmée aujourd'hui dans l'hémicycle. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau ? C'est très incertain. Je pense que ça négocie en coulisses sérieusement. Nous, aux Républicains, nous avons dit que nous ne voterions pas cette loi à l'Assemblée nationale. D'abord parce que les choses sont prises... Alors qu'un compromis avait été trouvé au Sénat, hein. Oui, mais les choses il ne vous a pas échappé que le texte modifié par le gouvernement à l'Assemblée nationale n'est plus le texte du Sénat, notamment sur le veto des maires. Ce texte, finalement, prend les choses à l'envers, puisque le gouvernement s'attache à promouvoir les énergies renouvelables. Viendra ensuite un texte sur le nucléaire et puis, au final, une loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. N'avez-vous pas le sentiment qu'il fallait prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire programmation pluriannuelle de l'énergie, puis nucléaire, puis énergie renouvelable. En matière énergétique, le gouvernement vraiment a conduit une politique qui est non seulement illisible, incompréhensible, mais aussi inopérante compte tenu des besoins et des difficultés que connaissent les Français en la matière. Un mot sur votre parti pour terminer, puisqu'on attend la future équipe de direction. Est-ce que vous savez quelle place vous occuperez dans cette future équipe ? Écoutez, je ne commenterai pas, c'est la responsabilité du président. Je serai à la place et à la fonction que l'on me confiera. Mais vous la connaissez déjà ? Je travaillerai comme je l'ai toujours fait au sein de l'équipe dirigeante ou non, mais en tout cas... Vous ne serez pas forcément dans la future direction ? Non, mais bon, je n'en dirai pas plus à ce stade. Juste une question, ça fait plus d'un mois qu'Éric Ciotti a été désigné président des Républicains. Pourquoi est-ce que son équipe n'est toujours pas constituée ? C'est normal que ce soit si long ? Alors, sur ce mois, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu 15 jours pour la trêve des confiseurs.
Oui, mais quand même. Généralement, c'est un peu long, non? Généralement, c'est un temps où chacun a besoin de se ressourcer en famille. Donc, et puis, bon, mais je pense que c'est imminent maintenant. Donc, votre impatience va bientôt être satisfaite. Ce sera pour quand? Dans les prochains jours? Dans les prochains jours, j'imagine. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attentes? Gérard Larcher dit qu'il est impératif que Éric Ciotti s'entoure d'une équipe qui soit représentative de la diversité de ce que sont les Républicains aujourd'hui. Je crois que c'est-à-dire qu'il soit très large. Je crois que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel se trouve Éric Ciotti aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'équipe est difficile à constituer? Non, elle n'est pas difficile à constituer. Je pense qu'il prend son temps. On a repris hier. La rentrée parlementaire, c'était hier, donc ne soyez pas... Tout est normal. Ah ben, tout est absolument normal, je vous le confirme, il n'y a pas de difficulté particulière. Est-ce qu'Aurélien Pradié peut être numéro 2 du parti au vu de ses divergences de position, notamment sur la question des retraites? Il a l'air assez libre dans son expression, Aurélien Pradié. On peut être numéro 2 d'un parti comme ça? Écoutez, nous ne sommes pas un parti caporalisé. La liberté d'expression, il y a droit. Hein, donc, des esprits libres, on en a connu et on en connaît au sein du parti. Ça fait partie de l'enrichissement du débat aussi. Une voix unique, un parti caporalisé, c'est forcément un parti qui est condamné à s'étioler. Donc, croyez-moi, il faut s'appuyer sur toutes les richesses, tous les talents, mais avec toujours l'impératif 1 d'unité, 2 de cohérence. Durant la campagne pour la présidence du parti, Éric Ciotti avait dit qu'il souhaitait que Laurent Wauquiez se déclare très rapidement, dès 2023. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il doit le faire rapidement pour vous? Écoutez, il lui appartiendra de le dire. En tout cas, il a exprimé très clairement le choix de porter Laurent Wauquiez à la candidature à la présidence et à la présidence de la République. Et ça, c'est toujours d'actualité? Je pense qu'il n'a absolument pas varié dans son soutien. Et après, c'est opportun il appartiendra à Laurent Wauquiez de dire le moment qui, lui paraît le plus opportun. Merci Annie Genevard. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin à la une de Ouest France, évidemment, la réforme des retraites. Jour J. C'est aujourd'hui. Pour les retraites, c'est à la une de Ouest France. Merci beaucoup. On passe au Club des Territoires. On va parler réforme des retraites.